Mitchell has his head up, takes Levert feet. Oh my! Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouveau débrief des playoffs NBA. Je suis Benjamin aka le débrief sportif pour vous servir et vous en avez pris l'habitude durant ces playoffs. On vous propose régulièrement des petits débriefs de ce qu'on a vu durant les différents tours des playoffs. Et aujourd'hui, on va vous parler de la série entre les Wolves et les Mavericks. Qui a vu les joueurs de Dallas remporter les 2 premiers matchs. L'idée, c'est de pouvoir revenir un peu dessus pour comprendre ce qu'on a vu et quels sont les enseignements de ces 96 premières minutes. Et je suis avec Quentin pour parler de tout ça. Ça va, Quentin? Mais écoute, ça va très bien et toi? Écoute, ça va. Je commence à en avoir un peu marre que les équipes que j'aime bien perdent. Je te mens pas. Mais ça va. J'ai peut-être des questions à te poser. Il y a peut-être ouais. Alors, sachant que ce soir, il y a l'Olympique Lyonnais qui joue contre le PSG. Et celle-ci, autant je peux accepter que les Lakers perdent, je peux accepter que Minnesota perde, mais celle-là, faut vraiment pas qu'on la perde. Sinon, je pense que je suis au fond du trou. L'idée, Quentin, c'est qu'on fasse comme d'habitude, qu'on se fasse un petit ping-pong des différents points qu'on a vus lors de ces 2 premiers matchs. Pour rappel, Dallas a remporté le premier plus facilement que le deuxième. Le deuxième s'est conclu sur un tir quasiment au buzzer de Luka Doncic en 3 points sur la tête de Rudy Gobert, qui a fait beaucoup parler et dont je suis sûr on va parler durant ce podcast. Mais voilà, on va faire un petit ping-pong comme d'habitude. On donne chacun nos points et puis on débat de chacun des points. Et ben, je te laisse commencer. Eh bien, je pense que le premier point, il est assez évident et on l'avait mentionné pendant la preview, c'est évidemment la défense du pick and roll de Luka Doncic. Et Minnesota a un peu mixé sa défense du pick and roll. On a vu beaucoup de drops quand même avec Gobert notamment, mais du drop qui est assez haut finalement. Gobert qui est pas resté planté dans la raquette parce que sinon tu offres la raquette à Luka, enfin le short mid à Luka et ça c'est trop facile pour lui. Donc il y a quand même une idée de le garder un petit peu loin derrière la ligne. Et en fait, Dallas a un peu contré ça en utilisant des pick and roll un peu plus hauts. Donc ce qui permettait en fait à Luka d'avoir quand même beaucoup d'espace et d'éviter un peu même des stunts ou des trucs comme ça. Donc ça leur a permis, je trouve, notamment au premier match, de trouver beaucoup de touches de balle dans la raquette, de pouvoir rentrer dans la raquette régulièrement. Et même s'ils n'ont pas été non plus super efficaces, j'ai trouvé qu'ils ont été assez à l'aise avec ça finalement. Ouais, c'est peut-être la première question que je peux te poser, c'est globalement, t'en penses quoi de cette def de Minnesota? Effectivement, moi j'ai trouvé que lors du premier match, le drop était un peu plus net quand même que lors du deuxième, où ils ont un petit peu ajusté. Rudy restait quand même assez bas. L'idée c'était de se dire que McDaniels passait sous l'écran si Lucas était 2 mètres derrière la ligne. S'il était plus collé à la ligne, il passait au-dessus de l'écran pour enlever le 3 points. Rudy s'occupant de la raquette, et en gros il reste que le mid. Il se trouve que McDaniels est quand même un défenseur, mais vraiment d'exception. Moi je trouve qu'il y a des séquences sur le game 1 qui sont vraiment assez incroyables. Globalement, si on prend le game 1, tu as trouvé que Dallas s'en sortait plutôt bien sur ces séquences de pick ou à l'inverse que c'était plutôt Minnesota qui s'en sortait bien? En fait, j'ai l'impression que Dallas était relativement content de ce qu'ils arrivaient à en sortir, mais ils n'étaient pas spécialement efficaces. Du coup, Minnesota avait l'air assez satisfait aussi de ce qu'ils arrivaient à donner à Luka, quoi. C'était un peu Ouais, un mix d'entre deux. ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais tu as raison. Il y a un côté un peu. C'est pas très efficace, mais ça va à Dallas. Ils sont OK avec ça. Et ça leur a créé une certaine zone de confort. J'ai trouvé que durant les 3 premiers quarts-temps, j'ai pas trouvé que Lucas était particulièrement à l'aise. Alors, c'est un peu différent sur l'attaque de pique de Kyrie, où là, pour le coup, ils étaient beaucoup plus à l'aise. Mais sur l'attaque de pique de Lucas, ils n'étaient pas spécialement à l'aise. Par contre, c'est dans le dernier quart-temps où Lucas a trouvé son rythme et leur a fait très mal, quoi. Ouais, là, dernier carton, il n'y a rien à dire. Il les a vraiment découpés. Et puis, on a eu plusieurs situations aussi de lob pour les Lively et Gafford qu'on a retrouvé beaucoup au game 2. Et voilà, ils ont. Après, comme tu dis, il y a Kyrie qui lui aussi partait. Il a eu beaucoup de possessions aussi où il remontait la balle. Pas forcément lui remontait la balle, mais tu l'as donné à un big. Et en fait, au milieu de terrain, et en fait, il se servait de Kyrie pour prendre de l'élan et lui donner un peu en end-off. Et Kyrie pouvait attaquer là-dessus. Et en fait, ça lui permettait d'avoir beaucoup d'espace pour attaquer. Et c'est en première mi-temps du match 1, il a fait très très mal avec ça, avec ce genre d'action. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'il joue pas le pic de la même façon. Lucas joue des pics très à l'arrêt, là où Kyrie joue des pics lancés.
Et j'ai vraiment l'impression que c'est un calvaire pas possible pour Minnesota, les pics de Kyrie. Parce qu'en fait, Rudy peut pas drop. Parce que comme l'autre, il arrive pleine balle, s'il se retrouve à drop, en fait, Kyrie, il est tout de suite près du cercle. Et il est à l'aise là-dessus. Alors, il est vraiment sur un mi-distance où il se retrouve complètement ouvert. Du coup, Rudy est obligé d'être quand même un peu plus haut que ce qu'il est face à Lucas. C'est quand même plus difficile. En plus, je trouve qu'Edwards a un peu du mal à garder Kyrie. Enfin, il lui met Ouais. un rythme pas possible. Il a du mal à le garder. Et du coup, ça crée une situation où sur ces pics-là, c'est particulièrement dangereux. Au match 2, Kyrie a été moins efficace, mais j'ai plus eu l'impression que tout dépendait de Kyrie. Enfin, que c'était pas lié à la défense de, que c'était pas lié à la défense de Minnesota, quoi. C'est entre ses mains, quoi. Ouais, je trouve que Kyrie au match 2 a été assez transparent. Sauf dans le dernier carton, forcément. Mais il a pas impact. Enfin, le game 1, il a été vraiment excellent. Et au game 2, il a pas impacté du tout quasiment le match jusqu'au début du quatrième carton, quoi. Autre élément que moi je trouvais intéressant dans le match 1, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, mais on a commencé à voir le double drag, enfin les doubles screens de Dallas, qui sont une situation qu'ils utilisent beaucoup, notamment quand un défenseur arrive bien à tenir Lucas. Donc l'idée c'est quoi? C'est de passer de... Enfin, constatant qu'un écran ne suffit pas pour libérer Lucas, on passe à 2 écrans. Et forcément, 2 écrans, et ben, c'est plus compliqué pour le défenseur qui doit naviguer dans les écrans et pour lui donner de l'espace. On commence à le voir un petit peu au match 1. Ça marche très très bien parce que Rudy se retrouve dans une situation où il ne sait pas s'il doit monter ou rester derrière. Et Lucas arrive beaucoup à trouver Lively et Gafford. Match 2, on le voit beaucoup plus, cette situation. Notamment au dernier carton, j'ai l'impression. Alors moi, j'ai trouvé qu'on l'a vu... alors, avec parcimonie, mais on l'a vu régulièrement. Et dans Ouais. le dernier quart-temps, ça a atteint un point où Minnesota s'est dit on est obligé de changer de défense parce que là, on commence à se faire tuer à chaque fois qu'ils le font, quoi. Ben, je crois que Lively et Gafford ont eu chacun facilement 5 alley-oop chacun. Enfin, Ouais, je crois c'était qu'il en finissait partie 14 avec sur ça. 16 au tir. Ouais. Ah bah attends, j'ai le box score devant les yeux. Ouais, je Gafford crois qu'il 8 finissait à sur 14 sur 10. 16. Ouais, Gafford 8 sur 10 et Lively 6 sur 6. Donc ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et c'est quasiment Et, que des dunks. et je pense qu'on peut revenir 2 secondes sur cet élément-là. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? En fait, Lucas part du 45, prend un premier écran qui est souvent assez net pour le coup. Généralement, c'est PJ Washington qui vient amener Ou le Derrick Jones Jr., défenseur. ouais. Les deux. Ouais, ou Derrick Jones T'as un peu Jr. les deux. Et en fonction de si Rudy est haut dès le début ou reste bas, Gafford ou Lively tiennent l'écran ou roll tout de suite sans même mettre l'écran pour prendre de vitesse Rudy. Et ils ont toujours un temps d'avance, Dallas, pour le coup, sur Minnesota là-dessus. Et en fait, l'impact de Rudy se retrouve complètement animé avec ce play, quoi. Ouais, et puis il y a un truc aussi, c'est que ce genre d'écran, ça te permet d'avoir un stunt en moins, et du coup d'avoir plus d'espace pour Luka aussi pour naviguer. Donc juste tu lui libères encore un peu plus d'espace, et bah, c'est que du bénéf. Et du coup, première conséquence, et comme on l'a dit, quatrième carton du match 2, ben, Minnesota n'arrive plus à défendre ça. À 2 minutes de la fin, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Finch change sa défense. D'ailleurs, ça commence par une séquence sans Rudy et passe en switch all. Donc l'idée, c'est de se dire, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent surtout pas, Minnesota, c'est laisser des accès au cercle. Donc je pense qu'ils n'ont pas envie que l'intérieur monte trop haut. Alors ils le font quand Rudy n'est pas là, mais ils n'ont pas envie que l'intérieur monte trop haut. Donc du coup, le choix qu'ils font, c'est non pas de blitz Lucas, mais c'est de faire du switch all. Première action, ils font ça. Je sais pas ce que t'en as pensé, c'est celle qui se termine par le 3 points de Kyrie à 103-108, qui permet de revenir à 106-108. Minnesota, ils sont perdus en switch all. Tu sens qu'ils n'ont Ouais. pas du tout l'habitude de défendre comme ça et ils sont paumés. Ouais, et du coup ils ont réussi à créer un décalage assez rapidement, et du coup t'as Kyrie qui est tout seul dans le corner, qui est vraiment tout seul, et du coup bah, c'est bingo quoi. Tu sens que le décalage il a pas été comment dire, réduit par les aides ou même du pré-switch ou ce genre de choses, du pile switch même. Donc ouais, t'as pas réussi à compenser ce décalage, et du coup tu te retrouves avec un tir ouvert à 3 points dans le clutch. Et du coup, ce qui amène aussi à la dernière action. La dernière action, comme Minnesota est passé en switch all, Lucas, d'une bonne lucidité, cible Rudy, amène Rudy sur l'écran. Il sait qu'ils sont en switch all. Il se retrouve avec Rudy sur lui. Il lui fait un peu danser la Macarena. Ouais. Et ça lui permet au moins d'avoir un 3 points ouvert. Mais ce qui est
ce qui est marrant, c'est que sur l'action précédente, c'est pareil, Luka provoque le switch, et Gobert, en fait, il monte plus haut pour le forcer à driver et aller prendre un tir à 2 points. Ce que je trouve intéressant, et je trouve que Luka trouve un plutôt bon tir, son petit step back un peu à 45 là, qui est plutôt bon mais qu'il rate. Donc bon, bah voilà, c'est le jeu. Minnesota, je pense, était plutôt content d'avoir ce tir. Et derrière, en fait, Gobert était plus en mode je bloque la ligne de drive, alors que t'es à +2, t'as pas envie de prendre. Enfin, après, je sais pas, c'est chacun, j'imagine, a son avis là-dessus, mais t'as pas spécialement envie de concéder un 3 points de Lucas, surtout en step back, surtout qu'il est un peu en rythme. Donc, j'ai trouvé un peu bizarre ce switch, et surtout cette idée de ne pas laisser le drive du tout. Mais d'ailleurs, Rudy l'a dit, je crois, après le match, hein. Il a dit que c'est d'autant plus une mauvaise défense qu'il laisse un 3 points ouvert. Donc je pense que ça Ouais. traduit le fait que c'était pas l'idée qu'il laisse un 3 points ouvert. Moi, ce que j'ai trouvé sur cette séquence-là, c'est si tu regardes l'action d'avant, Lucas est dans une attaque assez directe. En fait, il voit que Rudy est très haut et direct, il attaque l'intervalle. Ouais. Et je pense que dès le début, sur cette action-là, Lucas, il est dans l'idée de prendre un 3 points et il surdribble un peu. Il pose 2-3 dribbles de plus que l'action d'avant pour faire travailler Rudy et voir s'il peut être Ouais. ouvert à 3 points. Et sur son deuxième cross, Rudy se Ouais. retourne un peu. Et là, il peut prendre le step back à 3 Il a points. Enfin, c'est emporté quand un même peu un dans tir son extrêmement difficile. momentum, et pourtant il arrive à quasiment le contester. Il est pas loin du enfin il trouve un bon contest, mais ce petit moment où il est emporté dans son momentum, bah en fait ça permet à Luka de générer juste assez d'espace pour faire son step back et juste prendre le tir en fait. C'est presque un tir que tu as plus envie de concéder que le 2 points qu'il prend avant. Mais par contre, c'est le tir que Lucas veut, alors que le 2 points Ouais. d'avant, c'est peut-être pas le tir que Lucas veut. Et bah forcément, quand tu prends le tir que tu as envie de prendre, tu es un peu plus en confiance et tu es un peu plus adroit, quoi. Je sais plus sur l'action si c'est Lively ou Gafford, mais peut-être que tu aurais pu aussi le blitz et forcer le big à jouer sur le short roll en fait. Et faire confiance à tes rotations et disons sur le terrain ça devait être Derrick Jones Jr. Tu vois, peut-être que tu peux le laisser tirer et tu vis avec, tu vois. Si c'est Derrick Jones Jr. qui t'assomme au buzzer, bon bah tant pis, t'auras fait le bon pari, mais tu l'as perdu, mais c'était le bon pari. Effectivement, en fait, Lucas prend un pic vraiment extrêmement haut sur Lively et Gobert se met tout de suite au-dessus. Et du coup, Lively switch direct. Effectivement, je suis d'accord avec toi, ils auraient pu faire ça. Je pense que là, on en revient à un élément qui est un peu important quand on analyse les matchs après coup. C'est que nous, quand on regarde les actions, on se dit ah, l'action idéale serait peut-être été de faire autre chose. Mais je pense que dans la réalité de comment les joueurs communiquent, ils sont sur des principes de défense Ouais. assez simples pour pas avoir trop d'ajustements, pour éviter une incompréhension. Et Ouais, là, ouais. ils étaient sur 2-3 actions où ils étaient en switch all. Donc Lucas, d'ailleurs, il le sait. Il sait qu'ils vont switch. Il sait qu'ils vont pas changer d'un coup et qu'ils vont switch, quoi. Je crois qu'en conf de presse, il a dit qu'il était surpris qu'il switch, donc Ah, d'accord, ok. Bon, bah, tu vois, comme quoi. Et en complément de ça, moi, je trouve que Jason Kidd fait un travail vraiment intéressant pour faire en sorte de libérer Lucas de McDaniels. Parce qu'il a quand même du mal face à McDaniels. On sait pas trop dans quel état physique est Lucas. En début du match 2, il se plaint un peu. Puis après, ça a l'air d'aller plutôt bien. en fin de troisième, il demande à sortir quand même. C'est lui qui demande à sortir, donc je sais pas trop où il en est vraiment. Bah lui, il laisse clairement sous-entendre qu'il est un peu blessé. En Ouais. conférence de presse, on l'a vu une ou deux fois avoir un peu la moue Yard quand on lui demande s'il va bien, en disant tout va bien d'un air ironique. Dans les débuts de match, il se plaint souvent un peu. Après, il y a quand même des séquences. Moi, je l'ai jamais vu autant en jambes en défense, donc je suis un peu bon. Je sais pas trop, mais qu'importe, on sait pas trop dans quel état il est. Et en tout cas, il a un peu du mal face à McDaniels. Et je trouve que Kidd fait un travail intéressant pour essayer de libérer Lucas de McDaniels. En témoigne la première action du match. Ou sur la première action du match, là où on a eu l'habitude de voir beaucoup de pics avec le big, c'est un pic avec PG Washington, parce que ça permet de mettre 4 sur le pic, et du coup 4 monte très très haut, et ça crée un ensemble de rotations qui font qu'à la fin, c'est Edwards qui se retrouve sur Lucas, et c'est plus McDaniels. Et je trouve que avec les doubles pics aussi, Kidd fait vraiment un travail intéressant pour donner de l'espace à Lucas. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. D'ailleurs, je trouve que Kidd, globalement, je trouve qu'il fait vraiment d'excellents playoffs. Il a été très très bon au premier tour pour donner de la valeur à ses role-players. Là, à chaque fois que quelque chose lui est proposé, il trouve des solutions simples pour ses joueurs pour trouver une réponse. Alors, il a des joueurs de très haut niveau, notamment en attaque, ça l'aide, hein. Mais ça lui permet de trouver une réponse. Tu vois d'autres éléments sur cette défense de pick and roll de Minnesota? Bah,
tu l'as mentionné, mais Karl Anthony Towns, par contre, c'est du blitz ou du edge à chaque fois. Ils le font monter, Ouais. ils veulent pas concéder un switch ou le drop. Ils préfèrent faire lâcher la balle à Luka ou Kyrie. Donc voilà, c'est juste mentionner ça. Ce que je trouve intéressant du côté de Minnesota sur cette utilisation du blitz, c'est que quand tu prends le match 1, il y a eu 2 actions où ils ont fait du blitz avec Rudy Gobert sur le terrain, et les 2 actions, ils ont fait une interception. Moi, j'ai l'impression que, je sais pas si tu as la même, mais moi j'ai l'impression que Minnesota veut pas trop blitz Lucas pour pas trop l'habituer aux rotations et que ça soit pas des lectures automatiques, ce qui leur permet d'ailleurs, sur les minutes où il y a 4, de le faire quand même et de limiter la casse, enfin les minutes où il n'y a pas Rudy Gobert, ce qui leur a permis sur le match 1 de faire 2 interceptions comme ça, mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas le sortir de manière automatique pour pas que Lucas soit trop habitué aux rotations et les tue trop sur le playmaking, quoi. Ouais, c'est un peu, tu mixes tes coverages défensifs pour le faire douter à chaque fois sur est-ce que là il va drop, est-ce que là il va edge. Voilà, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, essayer de lui faire deviner ce que tu vas faire à ce moment-là. Et vu que c'est jamais. C'est pas toujours la même chose, en fait, ouais, c'est ça, tu l'habitues pas à un truc en particulier, et du coup, tu le fais douter, entre guillemets, à chaque action, plutôt que de. Il a pas à se dire, ils vont faire du drop, donc je fais ça. C'est vraiment le faire réfléchir et réfléchir jusqu'au bout. Tu penses que Minnesota va essayer de se réajuster ou va continuer sur le même type de défense sur Lucas, sur le pic notamment? C'est une bonne question, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'ils sont quand même assez satisfaits relativement, tu vois. Le Ouais. problème, c'est plus gérer les rôles, parce que Lively et Gafford ont vraiment bien mangé au dernier match, et beaucoup de paniers faciles. Et même au premier match, Dallas a tiré à 78% au cercle, 21 sur 27. Alors, une bonne partie quand Gobert était pas là, c'est sûr. Mais ils ont, tu vois, ils ont sur la fréquence des tirs au cercle, ils ont pas une fréquence tant élevée que ça, Dallas. Donc je pense que Minnesota est content de ça. Mais en fait, c'est une fois qu'ils sont au cercle, c'est vraiment trop facile. Là, match 2, c'était 71% de réussite au cercle, 17 sur 24. Donc Lively et Gafford sont d'une mobilité quand même assez impressionnante et d'une qualité de finition qui est vraiment, vraiment impressionnante. Moi, je trouve notamment, enfin, on en reparlera peut-être après, mais que Gafford fait un début de série tonitruant. Je voudrais ouais. notamment qu'on parle de sa défense après, mais même offensivement, il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Moi, je me demande si à un moment donné, ils vont pas essayer de mettre Rudy sur Derrick Jones Jr. En se disant, il faut qu'on mette plus de pression sur Lucas et il faut qu'on renforce notre protection de cercle, quitte à laisser un peu Derrick Jones Jr. seul. Hein. C'est ce qu'avaient fait les Clippers, c'est ce qu'on fait au KC. Au KC, ça a plus ou moins bien marché. Les Clippers, ça avait bien marché, sauf que après, Kidd a été bon pour rapprocher Derrick Jones Jr. du cercle. Mais Peut-être qu'ils veulent je éviter me ce demande truc. s'ils vont pas essayer de faire ça. Ouais. Peut-être qu'ils veulent justement éviter ce réajustement de Kid pour rapprocher Derrick Jones du cercle. Oui, et puis moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que si tu sors de ces 2 matchs du côté de Minnesota et que tu dis qu'il y a des choses à ajuster en défense parce que le problème c'est la défense, je pense que tu te trompes un peu Ouais. et que le problème, et notamment la défense de mi-terrain, parce qu'encore il y a des problèmes en défense, mais je pense pas à la défense de mi-terrain. Et effectivement, je serais surpris qu'ils changent grand chose. Il y aura peut-être juste cette. Je pense qu'à un moment donné, ils vont quand même tenter Ah, Rudy sur Derrick Jones pour mettre un peu plus de je pression sur regarde le cas. la défense sur demi-terrain. Dallas, c'est quand même pas si mal sur les 2 matchs en attaque du coup. Oui, il y a peut-être quand même. Mais tu vois, pour moi, le gros problème, c'est bizarrement la protection du cercle, mais c'est surtout sur les. Ouais, sur les rôles de Gafford et Lively, parce que tu vois, match 2, c'est 1 point par possession sur mi-terrain, donc c'est à 57e centile sur les playoffs, donc c'est moyen quoi. Et premier match, ils sont 70e centile Dallas sur demi-terrain, donc Sachant que sur le premier match, il y a un énorme bump sur les minutes sans Rudy, où c'est un massacre, c'est un énorme massacre. Hein. ouais, faudrait Donc, voir, enfin. Bon, je sais même pas si le on-off c'est vraiment parlant sur 2 matchs, mais enfin, je pense pas, mais ouais, c'est vrai que peut-être que ça c'était peut nous assez permettre. flagrant. Peut-être que ça peut nous permettre de juste de redire un mot sur la défense en général de Minnesota. Les minutes sans Rudy sont un vrai sujet. Sur le match 1, on l'a dit, on l'a esquissé 2-3 fois, mais ils se sont fait massacrer dans la raquette, avec notamment dans le deuxième quart-temps
une séquence de 5 minutes où ils prennent 16 points consécutifs dans la raquette. Et alors, c'est vraiment un massacre à la tronçonneuse. Réponse au match 2, ils ont bloqué l'intérieur comme pas possible quand Rudy était là. Lucas a compris ça tout de suite. Il a fait full drive and kick pour avoir de la pression. Donc en fait, dès qu'il drivait, tu avais Nasri et Karl Anthony Towns qui se rajoutaient pour bloquer l'accès au cercle. Et donc bah, forcément, ça faisait 3 joueurs dans la raquette pour 2 côtés Dallas. Tu avais des shoots ouverts à 3 points. Je trouve que voilà, Dallas arrive bien à gérer les minutes sans Rudy. Ouais. Et deuxième élément que je trouve intéressant sur la défense de Minnesota, c'est qu'au Game 2, on a quand même retrouvé leur dimension effort collectif dans la protection de cercle. J'ai trouvé que dans le match 1, il y avait des problèmes de couverture de Rudy. Je trouve que Minnesota, depuis le début des playoffs, est très très fort dans la protection de cercle au-delà de Rudy. Je trouve que McDaniels a une capacité, quand il est loin du ballon, à quand même faire l'aide, que Towns a une bonne capacité là-dessus, que Reed aussi, qu'Edwards aussi là-dessus est capable de faire des bonnes choses. Dans le match 1, on l'avait plus du tout et on l'a retrouvé dans le match 2. Et j'ai trouvé que c'était pour le coup cet élément-là assez intéressant. Dernier élément sur la défense de Minnesota, mais peut-être qu'on en reparlera après, qui est inquiétante. En tout cas, ils sont en train clairement de perdre ce duel-là. C'est le duel du repli défensif. Où notamment dans le match 2, Dallas, par sa vitesse, est revenu dans le match et a mis beaucoup de pression sur Minnesota. En fin de deuxième quart-temps, Dallas a eu beaucoup de transitions sur des rebonds un peu longs, sur des trucs. Ils ont joué vite en fait. Et ils ont juste joué vite et ils ont trouvé pas mal de points faciles et du coup ça leur a permis de rester dans le match et après de revenir dans le match tout court quoi. Je suis en train de mourir, excuse-moi. Effectivement, il y a eu ce sujet-là, pardon. On passe à un autre sujet ? Vas-y. Ouais, alors moi je vais parler d'un autre sujet, c'est l'inconstance des extérieurs de Minnesota. Je pense qu'on va pas passer outre faire un point spécifique sur Anthony Edwards, qui va prendre probablement un petit peu de temps parce que c'est un des gros sujets de la série. Mais avant qu'on aborde ça, j'aimerais quand même qu'on dise 2 mots sur la pression extérieure qu'est capable de mettre Minnesota. Je trouve qu'Anthony Edwards est un peu esselé. Sur le match 2, Mike Conley a été plus en forme, mais sur le match 1, il a été assez absent. Nickel Alexander-Walker, il est à la rue totale. Il fait pas beaucoup jouer Maurice. T'as Kyle Anderson qui apporte un peu de création balle en main, mais je trouve que si on sort d'Anthony Edwards, côté Minnesota, la création par l'extérieur est extrêmement faible. Je trouve quand même que même si Conley a pas été bon dans le match 1, tu vois le fameux pick and roll gobelet. Conley-Gobert a plutôt bien marché pour générer de l'attaque et au match 2 pareil. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est assez compliqué. McDaniels a vraiment très peu de création. Il a même très peu de balles en main. Il est très peu balle en main, tout simplement. Et du coup, en dehors de Edwards, si Conley se sort pas un peu les doigts, en fait, c'est vrai qu'il est un peu seul. Et vu que c'est déjà compliqué pour Edwards parfois de faire des bonnes passes, de lire la défense et de d'amplifier le décalage qu'il arrive à créer par ses drives, en fait tu te retrouves parfois avec une attaque qui est quand même très statique, surtout que Dallas a aucun mal à laisser déjà Gobert forcément s'il n'est pas proche du panier, ils ont aucun mal à s'écarter de lui pour aider. Ils ont aucun mal à laisser McDaniels, ils ont aucun mal à laisser Kyle Anderson, donc en fait t'as un spacing qui est pas du tout idéal de base en plus, donc ça complique vachement les choses de ce côté-là. Ouais, parce qu'en plus Dallas a quand même structurellement vraiment l'envie de bloquer la raquette, donc ils insistent sur le manque de spacing, mais je suis d'accord avec toi, c'est un manque de mouvement et puis c'est un manque d'écart créé quoi. Ça manque vraiment d'écart créé. Ils arrivent quand même un peu à insister par séquence sur Lucas, notamment dans le match 2, Mike Conley à un moment donné, dans le deuxième quart-temps, ils font que l'attaquer. Parce que Lucas est sur Mike Conley, après Lucas passe sur McDaniels, et là tu vois clairement que Lucas est ciblé parce qu'il commence à donner les ballons à McDaniels, et depuis le début de la série c'est clairement pas intuitif chez eux. Mais je trouve que quand tu sors de ça, la ligne extérieure de Minnesota a vraiment beaucoup de mal à créer des écarts et du coup à soulager un peu Anthony Edwards, et donc tout passe et meurt par Anthony Edwards sur la création de mi-terrain quoi. Ouais, c'est ça, soit c'est Anthony Edwards, soit tu te remets au empty side pick and roll de Conley Gobert,
Et puis voilà, quoi, c'est leur seule source d'attaque viable, en fait, à peu près. Alexander Walker, qui était plutôt intéressant depuis le début des playoffs, là, il est en perdition totale. Attends, je vais regarder, mais je crois qu'il en est à une quinzaine de 3 points loupés de suite, je crois. Là, il est à 0 sur Euh, 4 au match 1 et 0 sur 2 au match 2. Donc, Ouais, sachant que je crois que ça doit être son 16e tir à 3 points manqué de suite, quelque chose comme ça. Enfin, il met plus un tir dedans. Ce qui fait du mal au spacing et qui forcément pénalise quand même pas mal Minnesota. Alors qu'en plus, il est plutôt adroit dans la finition au cercle. Ouais, il en est à 11 tirs à 3 points consécutifs manqués, à cheval sur les deux séries. Donc ça commence à ça faire fait beaucoup, beaucoup, d'autant ouais, que c'est des tirs ouverts. Bah ouais, en général. D'autant que c'est des tirs ouverts. Donc ouais, voilà. Derrière Ant, je trouve que c'est vraiment un light de chez Breed Light à la création côté Minnesota, à part quelques séquences de Mike Conley bienvenues, mais qui sont encore un peu rares. Après, on sait que c'est un problème un peu structurel chez Minnesota, cette création à l'extérieur derrière Edwards, mais elle est un peu plus mise en avant. Ça manque un petit peu de relations poste-haut, poste-bas, enfin, même juste de relations Towns-Gobert. On l'a vu plusieurs fois, je crois, dans le match 1, où tu peux même avoir un pick and roll en fait initié par Towns avec Gobert au pick. Et en fait, ça peut générer de l'attaque parce que c'est des joueurs qui sont. Enfin, les défenseurs qui sont pas spécialement habitués à défendre un big qui initie un pick. Et je pense que ça peut être une petite nouveauté qui leur permet de temps en temps de générer peut-être un peu plus de points. Ce qu'ils avaient réussi à bien générer dans la série contre Denver, c'était des écarts sur le pic. Alors, soit Conley Towns, soit surtout Edwards Towns. Et derrière, Towns faisait la création. Et il y avait une bonne relation Towns-Gobert sur des hoops, notamment. On l'a vu un peu au match 1. Mais ils sont en train de la couper complètement parce que Dallas, qui n'est pas une équipe Enfin, c'est vraiment une équipe, Dallas, sur ligne extérieure, qui attend que tu les battes avant de switcher ou avant de monter très très fort. Et tant que tu l'as pas fait, ils vont pas le faire. Et comme pour l'instant, ils le font pas vraiment, et tu perds cette relation. Ouais. Euh, Peut-être qu'on peut aborder un autre sujet. Je pense que tu as envie d'aborder le sujet Anthony Edwards, notamment. Peut-être dans le vas-y. prolongement, ça peut être bien. Vas-y, je te laisse démarrer sur Anthony Tu me laisses Edwards. initier? Alors, je pense que ce qui est intéressant de se dire, bon, pour l'instant, ça marche pas, Anthony Edwards. Bon, une fois qu'on a dit que ça marche pas, ce qui est intéressant, peut-être que tu peux rappeler les stats, je les ai pas devant les yeux. Pendant J'ai que. pas les stats complètes sur sa série, mais au premier match, il fait 6 sur 16 au tir, dont 5 sur 12 à 3 points, donc il s'est vraiment... Enfin, il a vraiment juste tenté beaucoup à 3 points, plus que drive, tout ça. Il a que 2 lancers francs. Au match 2, ça allait un peu mieux. 10 lancers francs tentés, donc ça c'est bien. Mais 5 sur 17 au tir et 2 sur 7 à 3 points. Il y a 7 passes pour 2 turnovers dans ce match-là. Et dans le match 1, on est sur du 8 passes pour 3 turnovers. Alors, moi, je te dis pourquoi, selon moi, ça marche pas pour l'instant, Anthony Edwards, puis tu me dis un peu ce que t'en penses. Il y a plusieurs. Je trouve que c'est des facteurs. Les facteurs sont multiples, en fait. Il y a des facteurs qui sont liés à Dallas, il y a des facteurs qui sont liés à lui. Bon, le premier, c'est que Kyrie l'épuise. Ça, on l'a clairement vu. À la fin du match 1, on l'a vu, mais moi, je l'avais jamais vu comme ça, Ouais, il Edwards. était cuit, hein. Vraiment. Il était cuit. Il était dans le gaz complet, et c'est vrai qu'il passe énormément de temps à naviguer entre les écrans et à courir derrière Kyrie. Et tu sens que, je pense que sincèrement, ça le fatigue beaucoup. Mm. Donc déjà, premier point, l'attaque de Kyrie sur lui le fatigue énormément. Deuxième point, je trouve que Dallas a une défense qui est extrêmement bonne pour bloquer la raquette. Ça devrait lui donner de l'espace quand les autres créent pour lui, parce que du coup, on a certains kick-outs sur lesquels il a un temps d'avance. Le problème, et je ne sais pas si tu fais le même constat que moi, mais c'est que sur ces kick-outs, la qualité des close-outs de Dallas est exceptionnelle. Ouais. C'est-à-dire que généralement, c'est Kyrie ou Jones Jr. qui sort et ils sortent pleine balle sur lui. Et en fait, avant même qu'ils soient en position de shooter, ils sont déjà dans ses jambes. Et le fait d'être dans ses jambes, non seulement lui empêche de shooter, mais lui empêche surtout de prendre de la vitesse, qui est la base de son jeu après un premier écart. Et donc ça, je trouve que c'est extrêmement gênant pour lui. Je donne les autres problématiques pour moi derrière, mais peut-être que tu as un commentaire sur ces premiers points. Non, je suis d'accord avec toi.
Troisième élément que je trouve qui le gêne beaucoup, c'est la défense individuelle de Kyrie et d'Eric Jones Jr. sur lui. Dans deux styles totalement différents, il lui pose beaucoup de problèmes. Derrick Jones Jr. lui met un peu moins de pression sur le dribble, mais par contre, par sa longueur et sa puissance quand même, lui empêche de trop avancer et le force à prendre des tirs à mi-distance. Et là, on l'a vu beaucoup dans les playoffs, prendre des tirs à mi-distance après avoir fait un écart. Là, c'est plus des tirs à mi-distance qu'il subit. Et donc forcément, son efficacité s'en retrouve peinée. Et on l'a vu aussi au match 1 où c'était même pas des mi-distances, c'était des 3 points. Et tu as donné les stats avant, il était en difficulté. Et Kyrie, sur un style totalement différent, ça revient un peu à ce que j'ai dit sur les close-out, mais sur un côté vachement plus pot de colle dans ses pieds, l'empêche de dribbler et surtout l'empêche complètement de prendre de la vitesse. Ouais, après, je trouve qu'il a quand même assez bien drive sur le match 2. Parce qu'en plus, il trouve beaucoup de fautes et ça permet d'avoir des points faciles et tout ça. Mais c'est vrai que il y a un nombre de fois où il se retrouve à prendre des mid-distances, où parfois même Dallas se défend juste bien en fait en second rideau avec du Lively et du Gafford qui ont fait un taf monumental de protection de cercle dans le match 2. Et du coup, tu te retrouves avec un Edwards qui est pas du tout efficace et une attaque qui s'en retrouve assez ralentie aussi du coup. Je trouve que ils sont en train de subir un peu ce qu'ont subi les Suns contre eux. C'est-à-dire que les Suns contre eux se retrouvent à prendre beaucoup de mi-distance et de 3 points parce que l'accès au cercle était extrêmement difficile. Et là, on retrouve cette dimension-là. Et les Suns avaient commencé à trouver la parade dans le match 4 en étant suragressifs au cercle. Et je sais pas ce que tu penses, mais c'est un peu ce qu'on a vu sur le début du match 2 avec Edwards, tu l'as dit avant, qui a été plutôt agressif, et avec Karl Anthony Towns aussi en début de match qui était agressif au cercle. Sauf que je trouve que ça leur demande une suragressivité et que ce type de suragressivité-là, il faut te faire violence pour y aller, quoi. Et c'est extrêmement compliqué de le faire pendant tout un match. Donc généralement, tu arrives à la tenir sur des séquences, mais c'est quand même des trucs où généralement tu perds un peu le duel physique et t'en finis toujours par revenir sur du shoot extérieur parce que tu peux pas être dans un truc où tu te fais violence pendant tout un match, quoi. Ouais. Et ça, je trouve que ça leur pose vraiment souci et ils connaissent ça bien parce que voilà, c'est ce qu'avaient subi les Suns contre eux au premier tour, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Derni- Ouais, ouais, t'es d'accord avec ça. Dernier élément, alors là, c'est là où il y a des débats, je vois. C'est que tu as un peu deux façons de voir l'attaque par un joueur individuel. Généralement, c'est un peu comme ça que tu peux voir le truc. C'est soit tu choisis d'être très agressif et tu te dis, au bout d'un moment, on va me prendre à deux et je vais pouvoir faire du playmaking. Soit tu te dis, par mon playmaking, je vais limiter les prises à deux et ça va me donner de l'espace. Typiquement, Lucas, il est un peu plus là-dedans. Il se dit par mon playmaking, ou LeBron James, voilà, c'est par mon playmaking, je vais me donner de l'espace et j'en aurai. Si je suis très caricatural, Kobe, c'était plus je vais mettre beaucoup de tirs, au bout d'un moment, on va me prendre à deux et puis je vais commencer à faire des passes. Tenter que je les fasse. Et encore. Et encore, effectivement, et encore. Je trouve que Edwards a des énormes problèmes de decision making. Mais vraiment, mais énorme de chez énorme. Il met un temps infini à faire de petits décalages, des grands décalages par la passe. Il fait aucune skip pass et il est vraiment ciblé sur ses défauts de playmaking. Il l'a été déjà contre Denver assez nettement, mais il était adroit au tir, et notamment sur la première partie de série, du coup, ça compensait. Mais en fait, tu te rends compte qu'à partir du moment où il n'est pas en suradresse au tir, t'as ces problèmes de playmaking qui surgissent, mais terriblement, quoi. Je sais pas si tu vois la même chose. Bah ouais, j'ai un peu de mal parfois. Il est très statique et en fait, en général, il se fait bail-out par. En fait, tu regardes ses passes, c'est pas vraiment des passes de playmaking, tu vois. Il se fait bail-out par un Towns qui prend un tir à 3 points 10 mètres en fin de possession. Là, je regardais justement certaines de ses passes, mais ouais, pareil, il la donne et en fait, Towns juste attaque le close-out et il va au lay-up. Tu vois, c'est pas du playmaking, ça, c'est juste qu'il fait, il fait une passe normale et puis en fait, c'est le mec à côté qui le sauve. Et du coup, ouais, son playmaking en général, et de toute façon, on l'avait déjà vu pendant la saison, il a progressé quand même par rapport à ses premières années, mais c'est encore très... j'ai perdu le mot, mais c'est très... Limité. Ouais, c'est ça, c'est très limité encore. Ça. Ou insuffisant. Ouais. Et en plus, je trouve que, tu vois, toi, je sais qu'il y a un truc qui t'agace avec Lucas, c'est qu'il a toujours tendance à ralentir le jeu quand il touche la balle avant d'attaquer. Et du coup, c'est vrai que quand tu vois Kyrie, t'as envie de te dire... Ouais. ouais, Lucas, voilà, il du aime coup, bien bonifie pas unifier un ton cage. décalage. Exactement. Sauf que Lucas, il a cette qualité, une fois que tout est arrêté,
pour continuer à Recréer faire le décalage. Voilà, recréer le décalage, exactement. Et je trouve qu'en fait, Dallas est très très bon pour forcer Edwards à temporiser. On l'a dit avec les close-out, et du coup se retrouver dans une situation un peu à la Lucas où tout est à l'arrêt et il faut créer quelque chose. Et comme il n'est pas très intuitif sur la skip pass, bah t'as un mélange entre la qualité défensive de Dallas et son côté pas intuitif sur la skip pass qui fait que vite on s'arrête et que vite il est dans une situation où il va devoir réussir à créer à partir de rien. Et là, son playmaking est vraiment trop problématique. Donc, on commence à se concrétise. Dallas fait beaucoup d'aides à 45 qu'il n'arrive pas à punir. Et donc, du coup, le terrain est de plus en plus petit. Ça facilite le travail de Jones Jr. et de Kyrie. Et lui, il se retrouve pénalisé, quoi. Ouais. Tu vois, je regardais ces passes du premier match là. Il y en a une qui est plutôt intéressante. Le reste, c'est vraiment que de la passe basique d'un mec à côté ou de la transition. Tu vois, c'est vraiment. Il y a pas Bah, de. de toute façon, un mec qui joue 40 minutes avec un tel volume de jeu, il va faire quelques passes D. Hein. C'est obligé. Ah oui, c'est sûr. Tu vois le boxeur, tu dis, oh, il a fait 8 passes, Edwards, c'est pas mal. Et en fait, 2 fois c'est Towns qui le bail out, une fois c'est il allait prendre un tir et en fait au dernier moment il fait une passe à McDaniels qui est juste à côté, tu vois. Enfin, c'est ce genre de truc quoi. C'est vraiment. C'est pas du playmaking quoi. On est bien d'accord. Tu vois d'autres choses sur Anthony Edwards, là, sur ce qui se passe dans cette série? C'est quoi ton avis, toi, sur sa série? Non, bah je suis plutôt d'accord avec ce que tu as pu dire tout à l'heure. Et puis défensivement, ouais, il a un peu de mal aussi parfois sur Kyrie. Et puis, mais je pense que vaut mieux l'avoir là que off-ball. Même si ça le fatigue un peu plus peut-être de l'avoir sur Kyrie. Donc voilà. Bah, surtout qu'ils n'ont pas grand-chose, en fait. Comme il y a Lucas déjà sur le terrain, tu vas pas mettre Mike Conley sur... Enfin, Ah ouais. ouais. La seule solution qu'ils pourraient avoir, c'est de mettre plus d'Alexander Walker et moins de Mike Conley. Le problème, c'est qu'Alexander Walker ne met pas un panier, donc il te tue ton spacing. Ouais. Et que déjà, structurellement, quand Mike Conley n'est pas sur le terrain, l'attaque de Minnesota a un vrai problème de liant et de capacité à mettre la balle au bon endroit. Donc si en plus Alexander Walker met pas ses tirs, ça va commencer à faire vraiment beaucoup pour la C'est un défense gros de compromis. Minnesota, quoi. Ouais, on commence à rentrer dans du très très gros compromis. Qu'est-ce que tu penses qu'il devrait faire Edwards pour progresser là dans cette série, pour que ça aille mieux là sur les matchs 3 et 4? Bah, je sais pas si c'est des progrès qu'il peut faire directement d'un match à l'autre, tu vois. C'est inhérent à son style de jeu et à son niveau de jeu en fait. Je pense que c'est plus sur le long terme qu'il va progresser là-dessus, sur ses prises de décision. Après, peut-être ouais, peut-être des décisions un peu plus rapides, peut-être, ouais, je sais pas, peut-être un peu plus de séances vidéo où on lui dit ah tiens, regarde là, juste à côté, t'avais quand même quelqu'un ouvert. Parce qu'il y a en fin de match, là, sur le match 1, il y a quand même une possession où il drive et en fait, il arrête son dribble au niveau de la ligne de lancer franc. T'as McDaniels qui remonte un peu et qui est tout seul et en fait, il le voit pas. Et il se retrouve à faire une passe à je sais plus qui de l'autre côté et en fait, c'est compliqué quoi. Ouais, je me dis que peut-être ça pourrait être bien aussi de le trouver un peu plus sur des end-off, un peu moins Ouais. balle en main en initiation, pour lui permettre de prendre de la vitesse un peu structurellement, parce qu'il va quand même très très vite. Donc normalement, il devrait être en capacité de Ouais, le le trouve un faire. peu plus lancé sur des curls, des pin down, Ouais. des trucs comme ça, ouais. Mais t'as pas l'impression qu'il... Moi, il y a un truc qui m'inquiète. Je sais pas s'il est cramé en fait. Je me demande s'il est pas cramé, parce que je trouve qu'on retrouve pas son côté jeu qui va à son rythme. Tu vois, je trouve que ce qui est fort chez lui, c'est que tu as des séquences, tu as des matchs où tu as l'impression que c'est lui qui dicte le tempo et que le jeu va à son rythme en fait. Et que lui, il est en surplus de cardio, on va dire. Et donc, il contrôle parfaitement ce qui se passe. Et là, j'ai l'impression qu'il est dans le gaz tout le temps en fait. Bah, le match 1, c'était sûr, ça se voyait de toute façon. Match 2, j'ai trouvé un peu moins. Alors après, c'est peut-être juste qu'il a moins montré les signes de fatigue, mais qu'il l'est quand même, tu vois. Enfin, c'est. S'il le dit pas ou Ouais, s'il le bien sûr. montre pas, on pourra pas vraiment le savoir, quoi. Mais ouais, il y a peut-être un peu de fatigue qui joue aussi pour lui. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on sent vachement moins de maîtrise en fait. Donc, bon, après aussi, il avait attaqué une défense au tour d'avant qui n'était pas une très bonne défense hein, en réalité, hein, Denver, enfin, qui est une défense qui a des qualités, mais qui lui convenait bien. Ouais. Les Suns n'avaient pas une très bonne défense non plus. Et Dallas, pour le coup, depuis le début des playoffs, a une défense, enfin, peut-être qu'on en reparlera, mais une défense solide, exceptionnelle. Et ouais, et il se mord un peu les dents dessus, ouais. Tu veux qu'on passe à un autre sujet? Ouais, on peut. Eh ben, je te donne la main. Euh,
Eh bien, Daniel Gafford et Derek Lively, on les a déjà mentionnés, mais waouh. Je l'avais aussi, ouais. Lively, il est vraiment impressionnant, je trouve. Par rapport à Gafford qui est là depuis quand même un moment et tout ça, Lively en rookie, waouh. Que ce soit en attaque ou en défense, parce qu'en attaque, il n'y a pas juste du dunk. Chaque fois qu'il y a un décalage qui est fait et qu'il se retrouve un peu sur le short mid avec la balle et qu'il est lancé, je trouve qu'il prend vraiment de bonnes décisions, il fait des bonnes passes. Forcément, la finition au cercle est très bonne parce qu'il est très, très vertical, très grand, très long de base, donc là-dessus, aucun souci. Et puis défensivement, il s'est retrouvé plusieurs fois switch sur du Edwards ou sur des mecs rapides comme ça, et ça lui a pas posé de problème. La protection de cercle, que ce soit en second rideau, que ce soit sur du pic, enfin c'est vraiment impressionnant tout simplement en fait. Il est bien loin le temps où on comprenait pas que Dallas squeeze le play-in l'année dernière et lâche tôt pour garder son pic de draft. Parce qu'on se rappelle que c'est quand même ce pic de draft qui est devenu Lively. Hein. Ouais, bah c'est... Ouais. Je me demande ce que ça aurait donné s'il avait été pris juste avant, mais... Ouais, c'est vrai que... Parce que c'était Miami avant ça, non? Non, c'était... je sais plus qui c'était. Non, mais ils avaient même trade up. Ils avaient trade avec OKC qui a pris Cason Wallace. Joueur aussi. Ouais. Bon. C'est une belle Bon cuvée joueur aussi. globalement. Hein. Ouais, c'est une très belle cuvée, c'est clair. Ouais, moi je me l'étais noté aussi cette doublette. Je trouve que t'as raison, Lively il est impressionnant parce qu'en fait, je trouve que arriver à prendre. Il joue quoi, Lively? Il joue 20. De toute façon, généralement ils sont à 23 et 25 ou 24 et Ouais, un 24. truc C'est comme ça. quasiment. C'est Match quasiment équivalent. 2, match 2, Gafford 21 et Lively 26. Non, ça c'est match 1, pardon. Non, oui, c'est match 1. Et match 2, on est sur du 21 pour Gafford et 26 pour Lively. Voilà. Je trouve ça dingue que Lively arrive à prendre autant de minutes vu le niveau de Daniel Gafford, en fait. Et je trouve ça en dit long sur ce qu'il est capable de faire. Moi, ce qui m'impressionne, je te propose, t'as commencé sur Lively, donc on continue sur Lively, puis après on parle Vas-y. de Gafford. Moi, ce qui m'impressionne, alors sur sa défense, je suis un peu moins haut que toi. Je trouve qu'il fait des choses bien amenées, on va dire. Tu vois, je trouve qu'en fait, la défense de Dallas est suffisamment bonne pour l'amener à faire des choses simples, qui mobilisent ses qualités à lui, et il le fait plutôt bien. Mais je sens pas, tu vois, un instinct défensif qui m'impressionne. Là où on en reparlera après pour Gafford, ça m'impressionne beaucoup plus. Là où je le trouve vraiment impressionnant, Lively, c'est sur sa compréhension du positionnement de Rudy Gobert. Tu vois, le gars, c'est un rookie et il se trompe jamais sur est-ce que je dois tenir l'écran, est-ce que je dois roll, est-ce que je dois short roll, est-ce que je dois plonger au cercle, tu vois. Mm. Il se plante jamais. Et je pense que c'est pour ça qu'il d'ailleurs joue autant de minutes, c'est parce que du coup il met beaucoup de pression à la défense de Minnesota, mais par son placement qui est excellent. Tu vois, dans le match 3, à un moment donné, il joue deux double pics de suite. T'as le premier double pick où Rudy monte, enfin où Rudy ne monte pas très haut et Lively garde l'écran parce que c'est le premier qu'ils font dans le carton. Et du coup, Lucas se retrouve dans une position plutôt agréable. Il arrive à la donner à Lively et finir. Mais tu vois, Rudy est même pas monté. Il a même pas fait le choix de edge. Ouais. Et Lively, il est capable sur l'action d'après de se dire, Rudy, il a compris qu'on fait des doubles écrans, donc il va monter plus haut et de tout de suite aller au cercle. Là où pour n'importe quel joueur, il y aurait eu besoin de 3 actions. Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient eu besoin que Rudy au moins une fois monte très haut pour aller au cercle directement. Et moi, je trouve que cette capacité de compréhension du jeu, je la trouve vraiment impressionnante, quoi. Mm. Ouais, c'est des choses assez simples finalement, mais qui parfois peuvent mettre du temps à être bien comprises et surtout à être appliquées en fait. C'est surtout ça. Et du coup, ouais, il est en attaque, pareil, c'est impressionnant. Il pose de très bons écrans et ouais, son placement est vraiment bon. Et c'est pour ça aussi qu'il se retrouve avec autant de dunks. Hein. Il est à 6 sur 6 hier. C'est pas juste parce que il a des dunks tout cuits, il se les crée aussi et Luka lui donne de très bons ballons. Donc c'est un tout, mais son placement est très bon. Il y a beaucoup à voir là-dedans. Et puis la mobilité qu'il a, c'est quand même un truc de fou. Hein. Ouais. Euh, Pour 2m16. Excessivement, il est quand même excessivement mobile. Pour information, petite stat rigolote, sur les 4 derniers matchs, là, il en est à 18 sur 20 au tir. Donc c'est quand même du délire. Et en plus, il met ses lancers francs. Vu qu'il en est sur les 4 derniers matchs, il en est à 10 sur 12 au lancer franc. Pas mal. Donc il est d'une efficacité assez remarquable et ça pose de vrais soucis. Je pense que quand même,
ça pourrait être intéressant pour Minnesota de le forcer un peu plus à être dans des situations de short roll où depuis le début de la série, il est pas mauvais, mais où sur l'ensemble de sa saison, c'était quand même plutôt un point moyen, pas faible, mais moyen. Bah, Et donc c'est un bon peut-être Minnesota passeur, mais pourrait c'est quelque chose. parfois le temps de process ou enfin ouais, ça, le temps de bien process les choses, de faire la bonne passe dans le bon timing qui parfois où il y a un peu de mal, mais je trouve que là, dans la série, je trouve ça a pas été gênant. Pour l'instant, effectivement, ça n'a pas été gênant. On passe au deuxième, à Vas-y, Gafford. Gafford. Je commence sur Vas-y, vas-y, Gafford ou commence. tu vas. Ouais. Alors moi, Daniel Gafford, je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui écoutent le podcast régulièrement, mais on avait fait les trades qu'on voulait suivre après la trade deadline, et moi j'avais donné celui de Gafford et de PJ Washington parce que j'étais persuadé que Gafford pouvait changer beaucoup de choses à Dallas. Il se trouve que depuis que Dallas est arrivé, ils sont premiers. C'est l'équipe qui protège le mieux le cercle de toute la ligue sur les 2 mois depuis qu'il est arrivé. Je le trouve absolument incroyable en défense. Tout le monde a les yeux rivés sur Rudy Gobert à juste titre, qui est exceptionnel dans la protection de cercle. Mais je trouve Gafford vraiment élite dans la couverture au cercle. Il est d'une mobilité exceptionnelle. Et il est même bon sur les switches. On l'a vu dans le troisième quart-temps du Game 2. À un moment donné, il se retrouver sur Anthony Edwards et arriver à l'arrêter. Bon, je pense qu'il y a une énorme faute. Mais en tout cas, elle n'est pas sifflée. Donc on va dire qu'il arrive à l'arrêter. Et en fait, il est à la fois versatile. Mais souvent, les mecs versatiles, ils sont un peu mythes partout, mais tout en étant élites sur des trucs essentiels, notamment la couverture de cercle. Je sais pas si tu as la même lecture que moi sur sa défense, mais là, on est vraiment, je trouve, dans le top, top, top de la NBA. Hein. Top, 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 je sais pas, mais en tout cas, il est quand même vraiment très bon. Enfin, il y a pas grand chose de plus à dire, juste il est vraiment très bon, il est bien placé, il contre beaucoup en plus. Donc tu vois, il y a vraiment aucun souci. Je regardais son on-off sur la fréquence au cercle. Ah non, j'étais sur l'attaque, mais sur la défense au cercle. Hop. Ouais, il est plutôt bien, donc... Ouais, ouais, Là, non, bien c'est... faire chuter, ouais. Non, non, Et c'est... tu te retrouves, et c'est là où tu te retrouves dans une situation, comme on l'a dit tout à l'heure, où Minnesota n'est plus dans, comme il l'était depuis le début des playoffs, dans quelque chose de confortable quand on est sur l'accès au cercle, mais on est dans un registre où il faut se faire violence. Et le registre où il faut se faire violence, c'est un registre que tu peux pas tenir sur tout un match, comme on le disait. Et du coup, Minnesota repart sur des schémas qui sont pas très rentables. Du tir à 3 points, du tir à mi-distance. Dallas gagne ce match-up-là. Mais comme ils l'ont fait depuis le playoff. Hein. C'était déjà le cas contre KC et contre Dallas. Hein, et contre les Clippers. Hein. Ouais, et tu vois, je regardais justement aussi la fréquence, la réussite de Minnesota au cercle. Le premier match, ils sont à 56%, 14 sur 25. Et au deuxième match, ils sont à 52%, 14 sur 27. Bon, la différence avec Dallas, c'est qu'ils provoquent beaucoup de fautes au cercle, 6 au premier match et 10 au deuxième. Mais t'as quand même... Enfin, vaut mieux quand même lâcher... Enfin, faire faute et lâcher deux... Enfin, ouais, et obliger le joueur en face à mettre ses deux lancers plutôt que donner les lay-ups. Donc, C'est l'intérêt aussi qu'ils ont à avoir une rotation à 2. C'est qu'ils peuvent se lâcher un peu sur les fautes, si nécessaire, quoi. Ils peuvent y aller, de toute façon, ils sont ouais, deux, ils vont jouer et que puis du 25 coup, minutes. t'as toujours un très bon protecteur de cercle sur le terrain. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Euh, et je pense que, tu vois, si jamais Edwards commençait à être plus à l'aise, il serait pas surprenant que les minutes s'inversent un peu, que Gafford passe à 26-27. Là, je pense que pour l'instant, la Lively a plus de minutes parce qu'en fait, la défense extérieure de Dallas est très bonne. Donc, ils ont un peu moins besoin de cette couverture de cercle élite. Et du coup, ils préfèrent le profil plus offensif avec Lively que celui de Gafford qui est un peu plus défensif, quoi. Ouais. Mais par contre, côté offensif, je le trouve quand même bon, hein, l'ami Daniel Gafford. Alors, il est bien mis en route par Kyrie, mais déjà, il est d'une explosivité, mais délirante. Donc, si Lucas le trouve proche, de toute façon, toutes les finitions à l'IO, toutes les finitions près du cercle, il est très très bon. Je trouve qu'il manque quand même un peu de toucher. S'il est pas vraiment à 1 ou 2 mètres du cercle et qu'il a pas juste à tendre les bras pour poser le ballon dans le cercle, j'ai l'impression qu'il a un peu plus de mal parfois. Ouais, et puis il n'a pas la souplesse de Lively. Ouais, voilà. Lively a presque une capacité à se tordre un peu par certains moments pour finir. Ça, il l'a pas du tout, quoi. C'est soit il arrive à finir en puissance,
soit il finira pas, quoi. Ouais, puis sur le short roll aussi, où il est un peu moins intéressant. Sur le short roll, je pense qu'on peut même dire qu'il est pas vraiment intéressant. Ouais, C'est- tout c'est- simplement, ouais. Ouais, tout simplement. Je pense que c'est pas, c'est même plutôt pas sacralisé, quoi. Et globalement, alors c'est là aussi où on voit la qualité de Rudy, c'est que t'as même pas l'impression que la paire intérieure de Dallas domine celle de Minnesota, parce que Rudy Gobert est tellement fort, et que Nasrid est aussi est monstrueux, et que Nasrid aussi est monstrueux. Mais Rudy Gobert arrive à tenir le coup, mais en plus, ils ont une capacité, ces deux-là, qui est intéressante, c'est qu'ils courent. Et que Dallas, quand même, c'est une équipe qui court beaucoup. Et je sais pas si tu as remarqué, mais notamment au match 1, ça s'est pas mal vu. On les a souvent vus, l'un ou l'autre, être vachement en avance de Rudy sur de la semi-transition ou sur de la transition. Et tu Ouais. sais être le troisième homme de transition. Bah, il y a justement une action que j'ai tweetée où. Ça, c'est marrant parce que c'est vraiment. Lively qui trace vraiment au milieu du terrain sur la transition. Et puis, en fait, t'as Nasri qui doit gérer je sais plus qui dans le corner. Et t'as McDaniels qui se retrouve entre Derrick Jones Jr. et Lively. Et en plus, il hésite parce que Luka met un coup de regard à Derrick Jones Jr. et du coup, ça le fait hésiter une demi-seconde. Et en fait, t'as Lively du coup qui se retrouve tout seul au cercle sur la transition. On passe à 45 à droite face au cercle, là. C'est ça, hein. Et qui. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, je la vois bien. Ouais, effectivement. Effectivement. Et donc, c'est un autre point que Dallas fait bien, parce qu'en plus, cette capacité à protéger le cercle leur permet de générer de la contre-attaque. Et tu sens que c'est un point un peu décisif dans la série. C'est dans quelle mesure tu arrives à marquer suffisamment de paniers pour que Dallas parte pas en contre-attaque. Parce qu'en contre-attaque, ils sont clairement plus rapides, hein, tout simplement que Minnesota. C'est logique, hein, Minnesota joue Oui. lourd. Donc ils sont plus lents. Et pourtant, tu vois, sur les points sur contre-attaque, Dallas, dans le premier match, perd les points sur contre-attaque de 3 points, et il les gagne de 3 points sur le match 2, donc tu vois, on n'est pas non plus sur une grosse disparité là-dessus, tu vois, sur les contre-attaques. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, l'impression que j'ai eue, en tout cas, c'est que peut-être que les points de Dallas sont tous au même moment en contre-attaque. Ouais, mais je pense que c'est ça. Et du coup, t'as Ouais. cette impression qu'en transition, ils les ont démolis, alors qu'en fait, c'est venu à un moment précis et sur une certaine période. Et en tout cas, ça traduit la capacité qu'a Dallas à mettre des runs par moment. Ce que Minnesota a pas trop, mais n'a pas trop structurellement en plus. Minnesota, c'est pas une équipe qui met des runs. C'est plus une équipe qui va construire son avance au fur et à mesure du match. Ils ont quand même mis un bon run dans le deuxième quart-temps du match 2, du coup. Parce qu'ils prennent quand même 18 points d'avance. Je trouve qu'ils trouvaient vraiment des bons tirs. Surtout Nasrid qui a pris beaucoup de tirs ouverts à 3 points. Et du coup, ça leur a permis de prendre une grosse avance, ouais, mais après... Pardon. Ils ont commencé à faire n'importe quoi et Dallas a trouvé ses transitions. Nasrid, qui est d'ailleurs, enfin, vraiment, il fait des playoffs remarquables. Et dans ce qu'on décrit comme étant les besoins d'un sixième homme, il est pleinement là-dedans. Du booster et de la substitution quand il faut. Il est vraiment, vraiment excellent. Tu vois d'autres points que tu t'étais noté comme important? Pas spécialement, mais c'est juste quand même juste une petite stat du coup qui résume un peu ce qu'on a dit depuis le début, c'est que Dallas domine complètement dans la raquette. Premier match, ils ont mis 62 points dans la raquette contre 38 pour Minnesota. Et au match 2, 54 points dans la raquette contre 42. Donc il y a une vraie domination là-dessus et c'est, je pense que là-dessus que Dallas arrive à faire la différence. Ouais, c'est vrai que la différence ils arrivent à faire mal à Minnesota. Sur des points, Minnesota est normalement très fort. Et Bah généralement, ouais, tu prends 62 points dans la raquette alors que t'es à Rudy Gobert, ça fait mal au cul quand même. ouais, et généralement, quand tu arrives à faire ça, ça te donne quand même un peu un ascendant psychologique. C'est-à-dire quand tu arrives à faire mal à ton adversaire sur un de ses points forts, ça peut vite le mettre un peu en déséquilibre, quoi, en péril. Ouais. Et lui faire perdre un peu ses repères. Tes repères, tu les as par la capacité que tu as à être fort sur tes points forts. Si tu commences à t'attaquer sur tes points forts, tu Ouais, perds ça un peu de complique les certitude. choses, ouais. Tu perds un peu de certitude. Qu'est-ce que tu anticipes, toi, pour la suite de cette série? Qu'est-ce que tu aimerais voir d'un côté ou d'un autre? Et est-ce que tu penses que Minnesota a les capacités pour revenir? Alors je pense que notamment sur le pick and roll Conley-Gobert, et c'est Guillaume qui l'a mentionné aussi sur Twitter, c'est que Dallas pourrait complètement switch ces pick and roll là
parce que Conley n'est pas un joueur qui attaque les mismatchs et Gobert non plus. Donc je pense qu'il pourrait switch, ça nullifierait, mais ça réduirait grandement cette source d'attaque pour Minnesota. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si t'as pas cette source d'attaque là et que tu te retrouves avec juste du Anthony Edwards, bah ça va vite être compliqué, il va vite falloir trouver des solutions. Donc peut-être qu'ils sont quand même à l'aise Dallas avec l'idée de laisser Conley Gobert, disons, à l'aise. Mais je pense que ouais, c'est un truc qu'ils peuvent faire pour essayer de leur compliquer la tâche au moins. Ouais, surtout que Towns n'a pas le rayonnement qu'il avait contre Denver. Il a fait une série de très 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 haut niveau contre Denver. Et pour l'instant, il est un peu en difficulté sur PJ Washington qui est vite dans ses pattes en fait quand il prend ses mi-distances et ses différents tirs et du coup, il est un peu moins à l'aise. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait Towns par contre sur la première mi-temps du match 2 où il a refusé certains bons tirs pour attaquer le cercle, pour être beaucoup plus dans une logique d'agressivité. Après, c'est pas son naturel et puis je vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit sur structurellement ce que fait Dallas qui fait que tu dois te faire violence pour y aller mais effectivement, pour l'instant, si tu commences à couper la relation Gobert-Conley, tu vas commencer à être sécos côté Minnesota. Ouais. Mm. Effectivement, ouais. Est-ce que. Moi, j'ai l'impression que cette série, elle est venue trop vite, en fait. C'est con, hein, mais j'ai l'impression qu'elle est venue trop vite pour Minnesota. J'ai eu l'impression au premier match, d'ailleurs, Finch l'a un peu dit après le match, en disant qu'il avait jamais vu son équipe comme ça, et qu'il avait l'impression qu'ils n'étaient même pas rentrés dans la série. Et d'ailleurs, il n'y avait pas la même attitude au match 2. Et leur match 2 était de bien meilleure qualité. Mais ouais, j'ai eu l'impression que. Je pense que émotionnellement et physiquement, battre Denver, ça a été tellement exigeant, même plus émotionnellement que physiquement d'ailleurs. Parce que la série a été assez dingue et a duré dans le temps. Et tu vois, t'as quand même enchaîné le surlendemain Ouais, ça allait directement vite. avec Dallas. C'est Ouais, le problème de j'ai jouer trouvé des que matchs c'était 7. Effectivement, c'est le problème de jouer des matchs 7. Et j'ai trouvé quand même que leur match 2 était de meilleure qualité. Je Mm. pense que quand même, la clé d'un potentiel retour de Minnesota, on l'a esquissé un peu à la fin, mais c'est qu'il faut qu'ils trouvent un moyen pour limiter les points dans la raquette, ce qui va leur redonner de la confiance dans leur jeu. Et je pense que derrière, des choses peuvent se débloquer. Et pour faire ça, j'aimerais quand même qu'ils tentent au moins le truc de Gobert sur Derrick Jones Jr. pour retrouver Gobert un peu dans un rôle de roamer. C'est ce qui a marché contre Jokic, hein. C'est ce qu'ils ont sorti au match 6 et 7 contre Jokic et qui a fonctionné d'ailleurs, qui a permis de Minnesota de retrouver sa défense. Donc on sait qu'ils sont totalement capables d'être fonctionnels dans ce dispositif-là. Et j'aimerais bien qu'ils le tentent quand même. Ouais. Non, c'est clairement un truc à tenter. Je pense que c'est un peu l'évidence, vu que Jones c'est pas un bon shooter. Après, s'il arrive à punir, bon bah tant pis, hein, c'est le jeu. Mais ouais, c'est un truc à tenter, ouais. Il pourrait en plus, sur les pics de Kyrie, enfin, je pense qu'il y a aussi un enjeu à limiter un peu l'effort d'Anthony Edwards. Alors ça, non, ça sera peut-être pas là-dessus, mais il faut qu'ils arrivent à trouver un moyen qu'Edwards soit peut-être moins besoin de faire des efforts quand c'est Kyrie qui prend les pics. Parce que là, il s'épuise beaucoup trop à défendre sur Kyrie. Alors peut-être switcher un peu plus, tu vois, par exemple, ou faire du blitz, tout simplement, pour qu'il soit aidé. Mais je pense qu'ils ont un enjeu. Après, c'est très très dur de faire du blitz sur un joueur lancé, hein. Autant sur un pick à l'arrêt, c'est faisable, mais sur un joueur lancé, et Kyrie joue beaucoup de pics lancés, c'est quasiment infaisable. Mais enfin, non, c'est pas quasiment infaisable, mais ça demande beaucoup de concentration, c'est plus ça. Mais je pense qu'ils ont un vrai enjeu à redégager de l'énergie pour Anthony Edwards parce que leur attaque marche plutôt pas si mal que ça, mais elle pourrait vraiment commencer à marcher pas mal si Edwards trouve plus d'adresse et plus d'énergie, quoi. Je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, dernier élément, je suis pas plus inquiet que ça pour Minnesota. Évidemment, si tu me demandes qui est favori pour la suite de la série, je vais dire Dallas, hein, alors qu'avant le début, je disais Minnesota. Mais tu vois, je suis pas dans un cas où je me dis, bon, la série, elle est finie, quoi. Oh, clairement pas. Alors, tu me diras toi pourquoi, mais moi, les deux éléments qui me font me dire ça, c'est que j'ai trouvé que la prestation de Minnesota au match 2 est quand même beaucoup plus convaincante. Le seul problème, c'est que, tu vois, je m'étais noté sur mon petit carnet sur le Game 4, c'est un premier moment je me suis noté, c'est le premier moment de vérité. Game 4, t'es quasiment à égalité. Game 2, pardon, t'es quasiment à l'entrée, égalité entrée du quatrième quart-temps. C'est là où, normalement, le talent fait un peu la différence, et si t'as un peu plus de star power, ça fait la diff. Et pendant le quatrième quart-temps, je me dis, oh putain, finalement, Minnesota, ils arrivent à répondre là-dessus. Et bah, sans surprise, quand t'as Lucas et Kyrie, bah, ça fait la diff. Ouais. Donc, je pense que t'as vu qu'ils ont un enjeu et d'ailleurs, c'est ce qui s'est beaucoup passé dans ces playoffs pour Minnesota, hein, c'est qu'ils arrivent à tuer les matchs avant les 5 dernières minutes. Mais arriver à les tuer avant les 5 minutes. Mais je pense qu'ils sont en capacité de le faire.
Et dans ces playoffs, en réalité, côté Minnesota, il n'y a pas trop eu d'impact sur est-ce qu'ils sont à domicile ou à l'extérieur. Tu vois, on n'est pas sur une équipe comme les Lakers, par exemple, où clairement, il y a un énorme différentiel domicile-extérieur. Minnesota, ça n'a pas été le cas. Ils ont gagné tous leurs matchs à l'extérieur, je crois. Non, ils ont peut-être perdu un. Non, tous, je crois, non. Non, ils ont perdu un. Ils ont perdu un, ils ont perdu le match 5. Ils ont perdu Le match 5 contre Denver. Mais sinon, ils ont gagné les 4 autres. Non, les 5 autres. Donc voilà, c'est une équipe en confiance à l'extérieur. Donc je pense que c'est pas fini et qu'il reste encore pas mal de choses à voir. Faut pas que ça parte à 3-0 bien sûr, mais qu'il reste encore pas mal de choses à voir. Ouais, et puis tu vois, c'est les matchs qui se jouent à. Le match 1, c'est 3 points d'écart, je crois. Le match 2, c'est 1 point d'écart. Donc, tu vois, c'est des matchs qui se jouent à pas grand chose. Donc, en soi, ils sont au même niveau que Dallas, quoi. Ça peut se jouer à un mec qui prend feu en fin de match. Ça peut se jouer à 2 tirs ratés, des lancers francs ratés, peu importe. Donc, ouais, je pense qu'il n'y a pas à paniquer côté Minnesota. Et qui peuvent clairement revenir dans la série. C'est quoi ton prono pour la suite de la série? Alors j'avais prono sur la preview, c'était 4-2 Minnesota. Je sais pas si je reste là-dessus. Là comme ça, non, je dirais plutôt... je dirais 4-2 Dallas du coup. Un 4-2 Dallas? Ouais, donc ça veut dire qu'il y a Dallas qui prend le prochain. Match 6. Minnesota qui prend le prochain, Dallas qui monte à 3-1, Minnesota qui reprend 1. Et ça finit au match 6 à Dallas, ouais. Ouais, je crois que je suis un peu comme toi. À mon avis, c'est à peu près ça mon prono. Avec peut-être une possibilité de 4-0 si Dallas prend le prochain, quand même. Mais ouais, mais je pense que Minnesota va prendre le prochain, effectivement. Peut-être juste en conclusion, moi je me permets quand même de dire, je trouve que c'est une série, le niveau de jeu, je le trouve très 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 élevé. Alors, ça se traduit pas dans des pourcentages, ça se traduit pas dans une adresse, mais je trouve que les deux défenses sont à un niveau vraiment, vraiment élite. Et je trouve que le niveau d'intensité est plus qu'élite, quoi. Ouais, c'est très très bon, ouais. Là-dessus, on est servi. Hein. Ouais, et du coup, je trouve que c'est un régal. Même si Lucas m'insupporte de plus en plus. C'est un joueur que j'adore, mais il m'insupporte de plus en plus à chialer. Ah, c'est un râleur. Hein. Tu sais quoi, je vais être vulgaire, à chialer sa mère là en permanence là. Putain, mais sérieux, mais un jour, je pense que de toute façon, ça va lui tomber dessus. Il y en a un qui va lui mettre une grande tarte dans la tête. Mais ça changera rien en fait. Un arbitre. Ouais, un arbitre. Non, mais alors ça, tu vois, alors c'est moins vrai sur cette série, mais notamment c'est la série contre OKC dans le match 5, je crois, où je comprends pas, au match 6, je comprends pas qu'il se fasse pas kick. Franchement, je comprends pas. Genre, dans un match normal, un joueur normal, il y a au moins 7 ou 8 techniques à mettre et il en prend qu'une seule. Enfin, c'est. Ah ouais, non, c'est. Il a quand même un sacré laissé-passer au niveau des techniques. Hein. C'est bien parce qu'il s'appelle Luka Doncic et que c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Hein. En fait, il te montre bien à quel point, quand tu es dans les stars de la ligue, tu peux y aller. Ouais. Parce qu'en fait, après, on n'a jamais vu un mec avoir autant de liberté. Il n'a pas non plus de réaction très impulsive où il va d'un coup... Il en a, mais c'est pas... Tu vois, c'est pas d'un coup il va hurler et puis il va continuer. Les regards noirs sur les arbitres, c'est en permanence. C'est des regards, c'est les bras en l'air, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est pas... il est pas en train de lui insulter sa mère à l'arbitre, quoi. Donc, sur la série contre Minnesota, mais parce que ça se passe bien, je pense aussi. Pour l'instant, ça va. Mais la série contre Casey, alors oui, il n'insulte pas sa mère à l'arbitre, on est d'accord, mais il y a, sur le match 6, quand même, l'arbitre à un moment donné lui dit, je crois que c'est au milieu du deuxième quart-temps, il avait déjà pris une technique, et il lui dit là, faut arrêter là. Parce que là, je pense que l'idée, c'est de dire là, je peux plus, ça se voit trop que je veux pas te la mettre la deuxième, faut arrêter. Et il y a un moment donné où sur une faute, il s'énerve et tout de suite il dit non, pardon. Mais il est à la limite en permanence. Et en fait, ce que je comprends pas les arbitres en fait dans cette situation. Parce que je pense que tu le kicks une fois ou deux dans la saison régulière et après il va se calmer en fait. Il va comprendre et il va se calmer, il prendra plus le risque. Je suis pas sûr. Hein. Bah kick-le alors. Pourquoi lui il aurait le droit et pas les autres? Non mais attends, mais sérieux. Non mais on est d'accord, hein, mais c'est les avantages d'être une star. Hein. Oui c'est sûr. Et puis là pour le coup dans cette série on est plus sur un registre de prétention que de devoir être kick. Là il n'y aurait pas eu de raison sur le match 1 ou 2 qu'il soit kick. Ouais. On est sur ce registre.
Et bah écoute, on se retrouvera peut-être pour reparler de cette série-là, puisque la série entre Indiana et Boston passionne tout le monde avec la blessure de Terry Liberton. Moi, j'ai pas vu un match. Hein. Boston, j'ai vu un seul match de leur playoff, c'est la victoire contre Miami. Enfin, c'est la victoire de Miami contre Boston. Ils ont fait que des matchs contre des équipes de G-League. Non, c'est bon, on est fatigué. C'est pas très intéressant. Et puis, écoutez, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus. Salut.